Les libertins, qualifiés ainsi à partir du XVIIe siècle, n'aimaient pas beaucoup ce mot. C'était le mot de l'accusation, celui des chrétiens pour dénoncer et punir leurs affronts à l'égard de la religion. Les libertins préféraient se dire libres penseurs, esprits forts ou déniaisés. Et au passage, on remarque qu'aux yeux tant des partisans que des pourfendeurs de la dite pensée libertine, les enjeux religieux étaient souvent premiers. Au XVIIe siècle, un libertin, c'est avant tout un athée ou un croyant trop hérétique qui risque sa vie si cela est dit trop clairement. Certes, la liberté de mœurs dans le domaine affectif et sexuel ne tarde pas à apparaître elle aussi dans les chefs d'accusation. Mais elle est loin de constituer le tout du libertinage, alors que pour nous aujourd'hui, c'est cela pour l'essentiel que ce mot signifie. Au fond, et alors même que le mot les dérange, les libertins du XVIIe siècle, et sans doute aussi leurs descendants du XVIIIe, dont nous parlerons davantage dans le 3e épisode de cette série, embrassent l'entièreté du mot latin libertinus. Un libertinus, dans la Rome antique, c'était un esclave affranchi. S'affranchir de tout ce qui contraint dogmatiquement pensée et acte, voilà l'enjeu pour les courants libertins. Qui sont donc les libertins du XVIIe siècle français, tandis que la contre-réforme catholique bat son plein et enterre l'esprit si libre des humanistes du siècle précédent? Et sur quelle philosophie s'appuient ces pensées libertines? Bienvenue dans un monde qui, à beaucoup d'égards, est celui des enfants d'Épicure et de Lucrèce, de Pyrrhon, le fondateur antique du scepticisme, et de Montaigne, pyrrhonien à ses heures. Et bienvenue à nos invités. Bonjour Michèle Rossellini. Vous êtes maîtresse de conférences honoraire à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez notamment publié avec Philippe Caron aux éditions Atlante un ouvrage consacré aux libertins du XVIIe siècle, Théophile de Viau. Vous avez dirigé avec Philippe Chometti aux éditions Champion un volume consacré à la traduction et à la réception d'Épicure et surtout de Lucrèce, en vérité, ce grand poète épicurien de la Rome antique, comment les libertins, notamment modernes, le lisaient. Bonjour Adrien Mangély. Bonjour. Bénéficiant d'une bourse suisse prestigieuse, rattaché à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, vous étudiez les interactions entre littérature, savoirs et croyances. Vous avez publié aux éditions Drose « Magie naturelle et libre pensée », étude d'une relation ambivalente au XVIe et XVIIe siècle, et donc vous connaissez très très bien les courants libertins. Interrogatoire du 2 juin 1592. Frère. Entre 1623 et 1625 s'est tenu en France le procès d'un libertin important du XVIIe siècle, Théophile de Viau. Suite à la publication de son recueil de poèmes intitulé Parnasse satirique, il sera en effet brûlé. Commençons par là pour ne pas oublier que les libertins s'inscrivent dans la longue lignée des figures persécutées par l'Église. Ainsi, quelques décennies auparavant à Rome, le penseur Giordano Bruno, dont l'interrogatoire subi par l'Inquisition, a été reconstitué dans une œuvre de France Culture du 9 juin 1984. Écoutez. Interrogatoire du 2 juin 1592. Quant à ce qui appartient à la foi, cette sagesse née de l'esprit, que les philosophes ont appelée intellect et les théologiens verbe, et qui, selon la foi, se serait incarnée, j'avoue que maintenant, au terme de la philosophie, je n'ai pas compris cette incarnation. Et j'ai douté. Mais je ne me rappelle pas avoir exprimé mes doutes par écrit ou en parole, sinon, comme tout le reste, de façon indirecte et en raisonnant selon la lumière naturelle. Il en va de même pour l'esprit divin, considéré comme la troisième personne. Je n'ai pas réussi à comprendre de quelle façon il faut y croire. Je m'en suis tenu à la conception pythagoricienne conforme à celle de Salomon, et je l'ai interprétée comme étant l'âme ou l'assistant de l'univers selon la sagesse de Salomon. Cette espèce de religieux qui enseigne au peuple à s'appuyer sur la foi, sans se préoccuper de l'action à laquelle doit tendre toute religion, est plus digne d'être extirpé de la terre que les serpents, les dragons et d'autres animaux pernicieux.
Puisque vous me demandez si je n'ai jamais blâmé la méthode qu'adopte la Sainte Mère l'Église pour conserver le peuple chrétien dans la voie du Seigneur, usant la force contre ceux qui s'écartent de la foi catholique, je vous réponds, les apôtres obtenaient plus par leur prédication, leur bonne vie, leur exemple et leurs miracles, que n'opère aujourd'hui la force exercée contre ceux qui ne veulent pas être catholiques. Sans réprouver cette dernière méthode, j'approuve l'autre. Dénoncé à l'Inquisition en mai 1592, Giordano Bruno est condamné au bûcher le 17 février 1600. Michel Rossellini, nous avons peut-être en France un équivalent de Giordano Bruno, quoique intellectuellement et littérairement assez différent. C'est Théophile de Viau, né en 1590. Il est donc condamné en 1626, c'est ça 1600... Alors, il est l'objet d'un premier procès, mais en son absence. Donc, il va être condamné au bûcher, comme vous l'avez dit, mais il a pris la fuite. Donc, c'est en effigie qu'il est brûlé avec ses ouvrages. Voilà. Donc, il a survécu à sa condamnation. Oui, et grâce au second procès, parce qu'il finit par être arrêté, alors qu'il essaie de passer aux Pays-Bas, ça c'est en fin septembre 1623, s'ouvre un procès qui va durer 2 ans et qui aboutira, grâce à l'habileté avec laquelle il se défend, une habileté toute stratégique, on peut voir déjà à l'œuvre son libertinage, dans son habileté à contrecarrer justement cette accusation d'athéisme qui risque de le mener une deuxième fois à la condamnation à mort. Et grâce au fait que le procès s'est terminé par une condamnation au bannissement, on a gardé toutes les minutes du procès, et notamment ces interrogatoires qui sont très précieux pour connaître cette stratégie et également comment l'incrimination s'est faite à partir de ses œuvres. Il y a une lecture judiciaire de ses œuvres. Qui est-il, Théophile de Viau? Alors, décrivez-nous un peu le bonhomme, si j'ose dire. Oui, alors Théophile de Viau est issu d'une famille du sud-ouest de la France, des protestants. Son père, qui était magistrat à Bordeaux, a dû d'ailleurs se démettre de sa charge au moment des guerres de religion. Il arrive à Paris après un parcours un peu sinueux qu'il a mené de l'académie protestante de Saumur jusqu'à Leyde. Et là, il a un grand succès de poète et il est reçu à la cour. Donc c'est un personnage en vue et influent. Est-ce qu'on pourrait rappeler par ailleurs quelle est la réception des travaux de Giordano Bruno en France? Il y a des libertins qui s'y intéressent très précisément. Adrien Mangeli, je pense que c'est le cas, d'après ce que j'ai lu en préparant cette émission, de Gabriel Naudet. Qui est Gabriel Naudet et quel est son rapport à ce qu'on appelle le naturalisme italien? Oui, alors Gabriel Naudet, c'est un penseur qui a une formation de médecin, mais qui deviendra secrétaire bibliothécaire, et qui vivra de son érudition. C'est un lecteur vorace. Il lit les anciens, il lit les modernes, il lit tout ce qui lui passe sous la main. Et Gabriel Naudet est un des grands passeurs du naturalisme italien, parce qu'il a étudié à Padoue, qui est un peu le centre de l'incrédulité en Europe, oui. Depuis plus d'un siècle, à Padoue, même un peu plus qu'un siècle. On enseigne à Padoue un aristotélisme vraiment radical, et un aristotélisme pur, c'est-à-dire qu'on essaie de penser un monde selon les principes d'Aristote, et si on s'en tient aux principes d'Aristote, eh bien, il n'y a plus beaucoup de place pour Dieu. Et voilà. Et donc... Alors, on peut dire un mot, juste à nouveau du bonhomme, du personnage de Gabriel Naudet, qui est né en 1600 et mort en 1653. On pourrait croire que les libertins sont tous des gens qui vivent un peu dans une semi-clandestinité. Ça n'est pas du tout vrai. Gabriel Naudet était proche de la cour et est devenu le bibliothécaire du cardinal Mazarin, donc le premier... Absolument. Occupant de la première bibliothèque publique de France. Exactement. Et ça lui donne un rôle important, et ça lui offre la protection nécessaire pour risquer
se risquer à une écriture dissimulée et par exemple, à présenter les œuvres de Giordano Bruno, toujours en les condamnant, en faisant semblant de les condamner. D'être choqué. Hein. Voilà, d'être choqué. Il y a des choses qu'il critique. Chez Giordano Bruno, il ne partage pas du tout la même vision du monde que lui. Giordano Bruno a une vision du monde très animé. Hein. Les choses sont liées par sympathie, par amour. Giordano Bruno se présentait mage. Donc, voilà, lui, c'est un monde magique, celui de Bruno. Et ça, Gabriel Naudet, ça l'intéresse. Mais évidemment, avec son aristotélisme, c'est quelque chose qui le dérange. Non, je vous en prie. Vous vouliez ajouter quelque chose, non? Non, c'est tout. Il y en a un autre, libertin, qui est proche quand même du pouvoir ou de gens de pouvoir, puisqu'il était proche de Richelieu, lui. Et il était magistrat, c'est François de la Motte-Levaillère, né en 1588, mort en 1672. Un petit mot sur lui aussi, nous allons y revenir ensuite. C'est très intéressant, la vie de François de la Motte-Levaillère, qui était effectivement dans les hautes sphères de la cour. Hein. Il a même été le précepteur par intérim de Louis XIV. Il était le précepteur de Philippe d'Anjou, futur Philippe d'Orléans, le frère du roi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a des soutiens très importants, mais qui est quand même perçu comme un marginal. Et c'est un marginal parce que c'est un sceptique. Il doute de tout, il critique tout. Et c'est un personnage un peu spécial. On le décrit souvent avec le nez en l'air, en train de regarder le ciel, en train de se promener dans les rues de Paris, dans un accoutrement un peu étrange. Et puis certains se dissimulent si bien que ils ont l'air très conservateurs dans leur domaine alors qu'ils ne sont pas du tout dans leur pensée. Et là, c'est un autre médecin, Guy Patin, né en 1601, mort en 1672. Un petit mot sur lui, on ne pourra pas, hélas, s'attarder sur tous. Mais voilà, il est conservateur en médecine. Il est très conservateur en médecine. Hein. C'est un grand ennemi du paracelsusisme qui monte et de la médecine chimique. Hein. Lui, il croit à Galien et aux antiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Gabriel Naudet, Guy Patin et la Motte-Levaillère, avec Pierre Gassendi encore, sont très amis. Ils partagent leurs idées. Et Guy Patin, qui est un médecin très important, qui sera doyen de la faculté de médecine de Paris, est l'auteur du premier traité d'athéisme. On l'a découvert il n'y a pas longtemps grâce aux travaux de Gianluca Mori. Mais il est l'auteur du premier traité d'athéisme qui est resté à l'état manuscrit et anonyme, qui s'appelle le Theophrastus Redivivus, rédigé en 1659. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a écrit sans doute avec l'aide de Gabriel Naudet et Pierre Gassendi. Nous allons revenir à Théophile de Viau parce que c'est le procès qu'il subit, Michel Rossellini, dont vous êtes une spécialiste de Théophile de Viau, impressionne tout le monde. Enfin, c'est quand même l'épée de Damoclès pour tous ces personnages très forts en dissimulation. Théophile de Viau donc, a surtout été condamné définitivement pour son recueil Parnasse satirique, mais déjà ses textes auparavant énervaient beaucoup les gens d'église. Voici un extrait, c'est un poème qui date de 1621 et qui, bien évidemment, a rejoint les œuvres complètes. Heureux tandis qu'il est vivant, celui qui va toujours suivant le grand maître de la nature dont il se croit la créature. Il n'envia jamais autrui, quand tous les plus heureux que lui se moqueraient de sa misère. Le rire est toute sa colère. Celui-là ne s'éveille point aussitôt que l'aurore point pour venir des soucis du monde importuner la terre et l'onde. Il est toujours plein de loisirs, la justice est tout son plaisir, et permettant en son envie les douceurs d'une sainte vie, il borne son contentement par la raison, tant seulement. L'espoir du gain ne l'importune, en son esprit et sa fortune. L'éclat des cabinets dorés où les princes sont adorés lui plaît moins que la face nue de la campagne ou de la nue. La sottise d'un courtisan, la fatigue d'un artisan, la peine qu'un amant soupire lui donne également à rire. Il n'a jamais trop affecté ni les biens ni la pauvreté. Il n'est ni serviteur ni maître. Il n'est rien que ce qu'il veut être. Jésus-Christ est sa seule foi. Tels seront mes amis et moi. C'est chez Honoré Champion qu'on peut lire les œuvres complètes de Théophile de Viau. Dans le poème
plein d'idées, comme peuvent être parfois les poèmes, que nous venons d'entendre. Théophile de Viau, Michel Rossellini, parle comme Épicure et Lucrèce, mais finit, c'est-à-dire il y a une grande nature, une grande chose matérielle dont nous faisons partie. Mais à la fin, il cite Jésus-Christ. Oui. Expliquez-moi. Alors, je pense que... alors, d'abord, dire que ces 2 derniers vers ont alerté le procureur général qui a préparé une sorte de mémoire pour instruire les interrogateurs, les commissaires chargés de l'interrogatoire, et il soupçonnait ces 2 vers d'avoir été rajoutés pour l'impression parce qu'ils contredisent et ils neutralisent en quelque sorte l'épicurisme quand même très sensible de tout le poème. On peut d'ailleurs les mettre en relation avec les premiers vers qui font de Dieu le grand maître de la nature. Donc on n'est pas là, on n'a pas affaire au Dieu chrétien, mais plutôt à une référence au naturalisme, dont Adrien vient de parler, et en particulier à l'école de Padoue. Même si Théophile n'est pas un adepte déclaré et peut-être pas très informé de tout cet arrière-plan, il est quand même dans cette dynamique-là de reconnaître comme divinité la nature. On est là, c'est extrêmement, ça alerte le regard acéré de Mathieu Molé qui sait lire entre les lignes. Alors, le grand maître de la nature, dont l'homme, semble-t-il, se croit la créature. Donc ça veut dire, disons, religieusement parlant, monothéisme juif et chrétien, il se croit la créature privilégiée. Et ce que dit Lavio, c'est pas du tout. Il ne l'est pas. Mais et donc ça, on fait partie d'un grand tout, sans privilège particulier. Mais ce Jésus-Christ cité à la fin, il n'a pas trompé ses censeurs. Ça fait trop longtemps qu'il les énerve et il finira. Enfin, la dissimulation a montré ses limites. Mais il nie avoir rajouté ses vers. Donc, il assume, si vous voulez, cette foi en Jésus-Christ comme primitive et inspiratrice même de tout le déroulement du poème, où il affirme quoi? Il affirme l'autonomie de sa liberté, il affirme son mépris des richesses et des honneurs, son aspiration à la paix de l'âme, qui évidemment pour nous résonne très fort avec la doctrine épicurienne, mais qui peut passer pour une forme d'humilité chrétienne également. Vous voyez, il y a ce double jeu, cette double entente qui est toujours là présente, à la fois dans la poésie de Théophile, qui est déjà dans une forme de dissimulation. Il écrit pour les bons entendeurs, pour des esprits comme lui, déniaisés. Adrien Mangély, nous, libertins, ça nous évoque tout de suite les mœurs. Là, on voit, en revenant aux sources historiques de la pensée libertine, que le vrai problème des libertins pour les autres, c'est leur rapport à la foi et l'offense à la religion chrétienne. Au XVIIe siècle, la question des mœurs est-elle aussi importante chez les libertins qu'elle le deviendra au XVIIIe, par exemple? Là, franchement, on a beaucoup de textes érotiques, etc. Est-ce qu'il y en a aussi au XVIIe? Alors absolument. Si la distinction libertinage de mœurs, libertinage érudit a été pertinente pour exhumer, si on veut, le corpus des libertins érudits et leur donner une valeur, cette séparation, elle pose problème parce qu'évidemment, et les libertins de mœurs de l'époque qui se permettent d'écrire des poèmes licencieux comme Théophile de Viau sont des érudits, et inversement, les érudits proposent aussi des réflexions sur la sexualité et ils essayent vraiment de s'affranchir des dogmes religieux, des normes sociales relatives à la sexualité. Mais ils écrivent des textes érotiques. C'est moins important, cet aspect-là, alors dans les pratiques et dans les écritures, que ça ne le deviendra chez des Casanova, c'est nettement moins chez Choderlos de Laclos, etc. Absolument, c'est nettement moins important, mais ça existe quand même, et tout dépend en fait de l'auteur, parce qu'évidemment la classification libertin pose problème, parce qu'elle se dilue, si on veut, dans plusieurs positions philosophiques, plusieurs rapports à la sexualité qui sont très différents. Théophile de Viau était sans doute homosexuel,
Gabriel Naudet, lui, par exemple, il était moins porté sur la question de la sexualité, tandis que son ami Jean-Jacques Bouchard, lui, a écrit des textes franchement pornographiques. Donc on a le libertinage érudit et le libertinage de mœurs cohabitent. Et Théophile de Viau, dont nous avons parlé avant, Michel Rossellini? Alors justement, la première accusation qui portait, comme vous l'avez rappelé, sur le Parnasse des poètes satiriques, portait en tête du recueil un poème signé par Théophile, dont il a toujours nié être l'auteur, qui se termine quand même « Je fais vœu aujourd'hui, excusez-moi pour la vulgarité, de ne foutre qu'en cul ». Donc un vœu de sodomie, dont le père Garas, évidemment, qui lance toute l'affaire, l'accuse, un vœu de sodomie qui est référé à l'autorité divine. Je fais vœu. Voilà. Et donc c'est quand même déjà très présent dans la notion de libertinage. Il y a la référence à des penseurs antiques que l'Église n'aime pas beaucoup. On va y venir dans le détail. Mais il y a d'emblée une envie de choquer sur le plan des mœurs et de la sexualité, même si c'est dissimulé ou si c'est nié, puisqu'il ne reconnaît pas, évidemment il n'est pas fou, Théophile ne va pas reconnaître devant ses censeurs, mais c'est là, c'est très présent cette dimension de mœurs. Exactement, c'est très présent, c'est très lié, parce qu'au fond l'émancipation à l'égard des règles qui contraignent la pensée, voisine avec l'émancipation à l'égard de toutes les contraintes sur la vie corporelle, jusqu'au mariage, jusqu'à une contestation du mariage que l'on trouve chez Lamotte Le Vayer. Oui, mais la contestation du mariage, ça peut être, on en parlera dans le 3e épisode, un peu comme chez le Don Juan de Molière, et qui ne couche jamais avec personne dans la pièce, mais qui veut épouser tout le temps. Ça peut être quelque chose, un acte d'offense aux normes sociales, indépendamment d'un plaisir pris à des choses de la chair, indépendamment du sexe. Vous voyez, ça peut être juste une provocation sociale. Oui. C'est tout à fait possible, dans l'optique de Molière surtout. On reviendra sur... Mais il est au XVIIe, c'est pour ça qu'on est quand même obligé, il a lu Gassendi, de l'évoquer dès aujourd'hui. Il y a un grand monsieur sur la question de la pensée libertine qui s'appelle René Pintard. Il a publié en 1945 le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle. Ça fait entre 600 et 800 pages, si je me souviens bien. J'ai des souvenirs, ce texte, j'ai lu ça il y a longtemps, ça m'a appris plein de choses. Mais aujourd'hui, j'apprends que, précisément, les nouveaux chercheurs mettent plus l'accent sur les textes érotiques. Libertinage érudit, Pintard voulait donner des lettres de noblesse quasi philosophiques aux libertins, c'est ce que vous dites aussi, Adrien Mongier. Oui. Aujourd'hui, on met plus l'accent sur les liens avec la littérature, l'enjeu érotique, et pas seulement sur l'érudition philosophique. Alors oui, c'est vrai. Les thèses de Pintard, elles sont encore d'actualité en fait. Elles sont un peu datées parce qu'elles datent d'une autre époque avec un système moral un peu différent. Et Pintard est parfois un peu méprisant avec les libertins qu'il étudie. Mais le travail qu'il a fourni est tel qu'on continue de s'appuyer dessus. Et on a des travaux en histoire des sciences, en histoire de la philosophie qui montrent en fait toute la puissance subversive de l'érudition. Ils sont quand même très cultivés, ces libertins. Ils sont extrêmement cultivés, c'est terrifiant. Et ils lisent les anciens, on en parlera, et ils lisent les modernes. Et quand ils lisent les modernes, ils lisent Copernic, ils lisent Machiavel, et ils lisent les querelles médicales de leur temps, les récits de voyage. Lamotte Le Vayer est un grand lecteur de récits de voyage, chez qui il va puiser un relativisme culturel qui va lui permettre de s'affranchir des normes sociales et religieuses en disant que selon les points de vue, tout le monde a l'impression d'avoir la vérité dans son propre pays. Et si on regarde même nos pays voisins, on se rend compte que les choses sont bien différentes. C'est-à-dire, le libertinage est une histoire française ? Non, alors pas du tout. C'est une histoire européenne. C'est une histoire qui commence
pour l'Europe, surtout en Italie. Oui, ça on vient de le dire, oui, oui. Et qui, en fait, c'est dans le dialogue entre l'Italie et la France que naît le libertinage. Mais c'est vrai qu'à Paris, autour de Pierre Gassendi, Gabriel Naudet, François de la Motte-Levaillé, il y a toute une sociabilité qui se retrouve assez souvent dans le cabinet des frères Dupuis, notamment, qui se tenait à l'hôtel de Tout. Et on se retrouve, on réfléchit, on discute. Et là, c'est vrai qu'il y a une émulation autour d'une forme de libre pensée et de réflexion sur l'irreligion qui C'est incomparable. On ne trouve pas d'équivalent. Non, je ne crois pas. Vous en êtes d'accord, Michel Rossellini? Oui. Alors, ce René Pintard, qui a donc écrit cette somme magnifique en 1945 sur le libertinage dans la première moitié du XVIIe siècle, a aussi une voix extraordinaire, ce que j'ai découvert en préparant cette émission. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous le faire entendre. En plus, il dit 1000 choses avec un ton formidable. Écoutez-le en 1960. Le libertinage se développe dans le sillage d'une pensée, d'idées émises au moment de la Renaissance en Italie ou en France. Mais ce libertinage est contenu dans d'étroites limites. Il ne faut pas oublier que Vanini a subi le plus atroce supplice en 1619 à Toulouse. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le procès du Parnasse satirique et de Théophile de Viau. Jean Fontanier n'est peut-être pas vraiment un libertin, mais encore, c'est un bûcher qui s'est allumé en 1622. Toutes sortes de contraintes pèsent aussi sur la publication des livres, si bien que ceux qui se sentent des dispositions hétérodoxes ou libertines sont portés à se rapprocher, à vivre dans des cercles où ils peuvent échanger les livres rares, les manuscrits scandaleux, les Ptaplomeres de Bodin, les Trois imposteurs. Ils se servent aussi de leurs relations pour éditer eux-mêmes, plus ou moins clandestinement, des livres libertins, et voilà ce qui donne une extrême importance à ces sociétés comme le cabinet des frères Dupuis, qui a eu presque 40 ans d'hégémonie intellectuelle, de 1617 à 1656. Un lieu où se sont réunis aussi, où on cherchait asile des pensées hétérodoxes assez nombreuses. Sociabilité des libertins qui est très bien décrite là, dans la multiplicité des personnages par René Pintard. Ne lâchons pas si vite René Pintard avec sa jolie voix. Il nous parle aussi très bien du fait que les libertins se promenaient facilement dans le monde des auteurs anciens, antiques. Écoutez. Des noms comme celui d'Épicure, celui d'autre part de Montaigne, celui de Charon, sont tout à fait importants pour situer les origines du libertinage. Il faut bien se rendre compte que pour beaucoup d'hommes du XVIIe siècle, comme du XVIe, l'Antiquité est quelque chose d'essentiellement vivant et qui subsiste comme une source permanente d'inspiration. Gassendi savait tout le poème de Lucrèce et encore, je crois, 6000 vers latins. Mais d'un autre côté, vous avez des hommes qui littéralement vivent l'Antiquité. Ce n'est pas par une plaisanterie et pour se divertir seulement qu'un régent du collège de Navarre se rendait à la chapelle avec Homère à la place de son livre d'heures. Il affirmait de la façon la plus péremptoire qu'il était de la religion des grands hommes de l'Antiquité. Et il nommait Aristote, il nommait Sénèque, il en nommait d'autres. Son propos, d'ailleurs, sera repris un demi-siècle plus tard par une femme libertin, par une reine, par Christine de Suède, qui dira exactement la même chose. Alors, vous souriez, c'est vraiment formidable de l'écouter, hein, Oui. ce René Pintard. Michel Rossellini, il y a une femme libertine, comme il le dit, Catherine ou Christine pardon, Alors, Christine de Suède, qui est une reine qui se convertit au catholicisme, hein, alors que son pays est quand même fait partie de la zone protestante, hein, des monarchies du nord de l'Europe. Et elle écrit des maximes. C'est elle qui invite Descartes, d'ailleurs, à Stockholm. Oui, bien sûr. Hein, mais on ne peut pas dire que Descartes soit libertin. Non, mais elle a un appétit de culture philosophique qui est immense, insatiable et très étonnant pour une souveraine de son époque. Et a-t-elle dissimulé ses écrits subversifs libertins ? Alors, les maximes, elles n'ont pas été imprimées de son temps, mais elles n'étaient pas spécialement dissimulées. Mais quand on est reine, c'est moins dangereux, c'est ça que vous voulez dire. Peut-être. Oui. Mais en tout cas, il est fort possible qu'elle ait connu
les écrits de Gassendi également, qu'elle se soit intéressée à la querelle entre Gassendi et Descartes. Elle est vraiment au cœur de ce monde très conflictuel à la fois et effervescent de la philosophie du XVIIe siècle. Adrien Mangili, vous aussi vous avez souri avec beaucoup de tendresse, si j'ose dire, comme nous deux, Michel Rossellini et moi, à propos de cette description magnifique du monde libertin par René Pintard. Oui, et puis je voulais rajouter quelque chose au sujet de Christine de Suède, qui invite en fait aussi Gabriel Naudet chez elle. Et le pauvre Gabriel Naudet ira en Suède et il aura tellement froid, il sera tellement mal là-bas qu'il comme Descartes. Oui, comme Descartes, sauf que lui, mourra. Il rentre. Ouais, c'est ça. Il n'en meurt pas. Ouais. Vraiment, il faisait froid chez Christine de Suède. Et ça devait être assez difficile, les conditions là-bas. Et Naudet et Descartes, ils avaient des liens? Alors... Comme deux amis de Christine de Suède? Non, je ne pense pas qu'ils se soient vraiment côtoyés. C'est possible qu'ils se soient croisés, qu'ils aient discuté, mais en tout cas, ils ne dialoguent pas intellectuellement. Non, je ne crois pas. Alors, je vous propose qu'on parle maintenant de tous ces auteurs antiques, philosophes, qui intéressent tant les libertins. Certains ont plus la fibre sceptique, comme celui dont nous parlerons un peu plus tard, François Lamotte Levaillé, donc j'ai appris à bien prononcer maintenant. Je disais toujours Levaillère. Mais parlons d'abord de l'épicurisme, dont vous êtes aussi une spécialiste de facto, Michel Rossellini, puisque vous vous intéressez à ceux qui ont reçu, à l'époque moderne, les thèses d'Épicure et Lucrèce. Lucrèce a écrit son grand poème sur la nature au 1er siècle avant Jésus-Christ. Épicure, c'est bien antérieur, charnière du IVe et du IIIe siècle avant notre ère. L'épicurie se caractérise notamment par 4 dogmes qu'on appelle le tétrapharmakos. C'était comme une sorte de pharmacie portable pour aller mieux dans la vie. Ces 4 affirmations: ne craignez pas les dieux, ne vous inquiétez pas de la mort, le bonheur est facile à obtenir et la douleur est supportable. C'est-à-dire que quand elle ne l'est plus, on meurt, donc on ne doit pas s'en inquiéter puisque la mort n'est rien. Est-ce que ces 4 grandes propositions épicuriennes sont vraiment reprises par les libertins du XVIIe siècle, Michel Rossellini? Oui, elles sont reprises, alors pas forcément sous la forme du quadruple remède que vous avez énoncé. Ça peut être un aspect qui intéresse plus que d'autres. Par exemple, la mort n'est rien pour nous. C'est l'objet, enfin le thème d'une grande scène de la mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac, qui a d'ailleurs tellement scandalisé que la pièce a été interdite dès Donc ses c'est le premières Cyrano réel représentations. qui a vécu, Oui, et non le vrai pas du tout le Cyrano de Edmond Rostand, Oui. Savinien, c'est ça? Alors Cyrano de Bergerac est un libertin assumé, je peux le dire, déclaré, épicurien, mais pas seulement, sceptique aussi. Il récuse tous les dogmes jusqu'à transformer l'épicurisme en dogme, refuser une position épicurienne qui pourrait être dogmatique. Donc on doute de tout et on révère la nature. Donc comme... matinée de scepticisme, on va dire. Voilà. On Oui. Alors, j'ai encore une question sur les épicuriens. Ce n'est pas un pur athéisme, l'épicurisme. Le monde est constitué d'atomes, donc c'est totalement matériel, y compris notre âme est matérielle, notre esprit. Les dieux aussi sont matériels, mais ils existent, c'est ça que je veux dire. Ils sont juste très loin de nous, pour les épicuriens, tellement loin qu'ils ne peuvent pas agir sur nous. Est-ce que c'est ça aussi leur relation aux libertins, je veux dire à la chose divine? Peut-être qu'elle est là, mais elle n'a pas d'influence dans nos vies. Faisons comme si elle n'était pas là, ça ne change rien. Oui, exactement. C'est-à-dire l'indifférence des dieux, qui est d'ailleurs un facteur d'incrimination de Théophile. Parce qu'il, dans plusieurs de ses sonnets notamment, il postule l'indifférence des dieux, vivons ce que nous avons à vivre sur la terre sans nous soucier des dieux. Donc ça, c'est un point très très important de cette doctrine épicurienne qui est reprise, mais également, comme vous l'avez dit, le matérialisme, une sorte de matérialisme intégral, l'âme est matérielle, et Théophile de Viau a notamment écrit un traité de l'immortalité de l'âme, qu'il affirme être une simple traduction du Phédon de Platon, mais qui quand même met en doute justement cette immortalité. Voilà, vous écoutez, continuez, c'est passionnant. Oui. Du coup, on peut dire que ce sont peut-être quand même chez Gassendi, je me trompe, mais j'ai entendu dire ça, donc je vous pose la question, chez Gassendi que l'on a le système philosophique le plus abouti, matérialiste, atomiste, etc., ou bien chez d'autres aussi?
Oui, oui, Gassendi se déclare épicurien, mais en tentant de faire une synthèse, une conciliation avec son christianisme, parce qu'il est Gassendi est Il quand même reste, en tout cas, religieux, croyant. Ouais. voilà, professe qu'il reste croyant et qu'on peut concilier l'épicurisme et le Ça, christianisme. je ne sais pas comment ils font. Vous Ouais. arrivez à concilier, vous, Adrien Mangili, les deux, et comment se débrouillent les libertins avec l'influence épicurienne et Alors- peut-être un résidu de foi chrétienne. Comment ils font? Alors, c'est très difficile de juger la foi de ces personnes qui, évidemment, ne pouvaient qu'écrire de façon dissimulée. Et même s'ils nous donnaient leur avis, ce serait encore difficile de sonder vraiment leur cœur. Et pour Pierre Gassendi, c'est assez difficile. Moi, je pense que le christianisme de Gassendi est une façade, et c'est une façon de rendre acceptable ses théories, sa théorie épicurienne du monde et la restauration de l'œuvre d'Épicure. Mais voilà, et d'un libertin à l'autre, les choses peuvent être très différentes. Sans compter qu'il y a un art d'écrire, comme disait Léo Strauss, Absolument. pour dissimuler les choses profondes et subversives que l'on pense. Absolument. Et donc, en fait, tout ce qu'on sait des libertins, de la pensée subversive des libertins, on doit le glaner à l'aide d'une lecture risquée. Hein. On est obligé de supposer, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui est dit franchement, et donc on doit toujours tirer, interpréter, et on peut se tromper, donc on arrive avec des lectures parfois tout à fait contradictoires, sans compter que certains ont vécu très longtemps. Lamotte Levaillé a vécu très âgé, et il a pu changer d'avis d'un moment à l'autre. Enfin, disons, c'est pas facile de saisir Oui. la foi de ces auteurs, mais on peut quand même, ils se retrouvent quand même, et de façon assez massive, autour d'un refus du christianisme tel qu'il est vécu, tel qu'il est pratiqué dans leur époque. Et ils sont tous plus ou moins d'accord pour dire que le Christ est un imposteur. Ça, c'est quand même quelque chose qui fait un peu école, si on essaie de relier un peu tous ces auteurs si disparates. Alors, il y a une autre question difficile. Vous disiez que c'était si difficile de dire la teneur exacte de leur pensée qui peut changer dans le temps à ces libertins. Il y a une autre question difficile qui est la nature de leur rationalisme, s'il y en a un. Alors, on dit toujours le XVIIe siècle, c'est le siècle triomphe de la raison. C'est pas faux. Il y a aussi une critique chez eux rationaliste de la religion. En même temps, on va y venir. Il y a une fibre sceptique. Le scepticisme et le rationalisme ne sont pas incompatibles, mais c'est une complication quand même. Mais avant d'en venir à ce problème-là du scepticisme, je voudrais vous interroger sur le rapport aux sciences occultes, à la magie, puisque c'est votre spécialité, Adrien Mangili. Certains d'entre eux, en fait, j'ai l'impression que certains s'intéressent à cela parce que c'est interdit, parce que la raison de leur temps est trop étroite d'esprit. Donc eux, ce sont des rationalistes qui aimaient bien quand même les alchimistes, Paracels. Expliquez-moi. Absolument. En fait, il faut se défaire d'un biais qu'on a, qui est celui de croire qu'on doit mesurer la rationalité du XVIIe siècle à l'aune de notre propre rationalité, de nos propres catégories. Au XVIIe siècle, on a encore plein de merveilles qui sont admises. Le fait que l'aimant attire le fer, par exemple, c'est inexplicable selon les principes de la physique aristotélicienne. S'il y a quelque chose là de magique. Et il y a des centaines de phénomènes comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'on explique par des miracles, qu'on explique par d'autres façons. Et une des façons d'expliquer ces choses, c'est la magie naturelle. Et la plupart des naturalistes italiens, dont on parlait tout à l'heure, se revendiquaient mages. C'est-à-dire qu'ils pensaient que la nature était autosuffisante, que tous les miracles, toutes les merveilles pouvaient s'expliquer. Donc pour ça, en quelque sorte, ils s'intéressent à la magie et à l'alchimie, ce sont encore deux choses différentes, parce qu'ils les pensent rationnelles, justement. Ah oui, absolument, mais parce que ce sont des pensées rationnelles qui ne résistent pas à l'épreuve des faits aujourd'hui, mais évidemment, mesurer les faits à l'époque, ça ne se mesurait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. L'information est beaucoup plus lente, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc oui, c'est des pensées rationnelles, ces pensées magiques, et elles nourrissent beaucoup l'athéisme de ces auteurs, parce que la pensée magique permet aux libertins de penser un monde sans Dieu.
tout en conservant les merveilles qui sont admises couramment parce qu'on y croit, parce que tout le monde y croit. Comme aujourd'hui, nous croyons tous à la physique quantique, alors que personne parmi nous ne peut vraiment expliquer de quoi il s'agit, mais on y croit parce qu'on y croit. Est-ce que par cette curiosité, ils sont les vrais descendants d'un certain XVIe siècle, le siècle d'avant, d'un humanisme européen qui était curieux de tout? Bon, Michel Foucault, qui peut-être n'a pas eu raison sur tout, a quand même écrit ce magnifique livre, Histoire de la folie à l'âge classique, où il montre que l'âge classique du XVIIe a gelé, a mis un couvercle sur le caractère extraordinaire des croyances du XVIe siècle, qui étaient beaucoup plus mobiles, beaucoup plus fécondes, etc. Donc, je sais bien que certains, dans le détail, discutent Foucault, mais... Et puis par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au XVIe siècle, la plupart d'entre eux étaient quand même croyants. Enfin, il n'y avait pas l'audace des libertins du XVIIe. Néanmoins, sur cette question de la magie, de l'alchimie, ils sont les vrais héritiers du XVIe siècle. Complètement, ils sont les héritiers du XVIe siècle pour le naturalisme italien, justement, en partant de Pietro Pomponazzi, le père de la pensée de l'aristotélisme padouen, qui était aussi mage naturel, en passant par Giordano Bruno. Donc voilà, ce sont tous des penseurs qui nourrissent leur libre pensée, et ils prennent ça avec eux, et ils lisent surtout Machiavel, qui est une grande figure du XVIe siècle. Et mouton noir de beaucoup de gens. Ah oui, absolument. Dans le XVIIe siècle nord-européen. C'est ça. Et ils prennent Machiavel, ils lisent Copernic aussi, donc ils sont vraiment les héritiers de l'humanisme. Absolument. Michel Rossellini voulait ajouter quelque chose sur cette ambiance à la fois rationaliste et très curieuse de tout. Oui, cette curiosité, elle est reprise à son propre compte par un auteur dont nous parlerons peut-être, Charles Sorel, qui fait une sorte d'encyclopédie des savoirs contemporains de son époque à lui, sous le titre de la science universelle. C'est quand même très ambitieux, oui. La science universelle, avec 2 parties, la science des choses corporelles, la science des choses spirituelles. Et là, il plaide pour le retour des bonnes lettres, c'est-à-dire toute la littérature humaniste, contre ce qu'il voit se développer tout en y participant avec une sorte de suspicion, de défiance. Et c'est les belles lettres qui vont être la littérature consacrée au XVIIe siècle. Alors, cet important monsieur Charles Sorel, nous ne l'avons pas encore présenté. Je vais vous laisser le faire, notamment, si j'ai bien compris, c'est celui qui touche le plus à toutes les formes littéraires. Il a écrit des romans, des essais, plein de choses, et notamment un roman d'initiation qui s'appelle l'Histoire comique de Francion, en 1623. Francion, il s'initie à plein de choses. Il est l'exemple même romanesque de cette curiosité. Oui. Toute libertine. Oui, tout à fait. Y compris dans les mœurs. Absolument. Il est une sorte d'archétype, on peut le dire, du libertin, tel que Sorel le construit au fil de ses aventures, jusque dans sa contestation de l'enseignement qu'il a reçu au collège, et en particulier de la mythologie. Enfin, au sortir du collège, il parle de ces grimauderies pédantesques dont il veut s'affranchir en se dotant d'une doctrine beaucoup plus sérieuse qu'il va se constituer en lisant les philosophes antiques, qu'on ne lui a pas enseigné au collège. Donc vous voyez, il y a une sorte d'autodidaxie de ce personnage qui va libérer son esprit, et il devient un libre penseur et une sorte de séducteur, d'électron libre qui circule dans le monde, et qui est une sorte de Casanova finalement, bien avant la lettre. Casanova dont nous parlerons dans le 3e épisode de cette série sur les libertins. Série sur les libertins qui aujourd'hui est vraiment consacrée à vous présenter les grandes figures souvent méconnues, hélas, du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on les connaît rarement, c'est très dommage. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont ils s'abreuvent. Nous avons parlé et nous continuons de parler de la manière dont ils s'abreuvent à des sources philosophiques antiques. Nous avons parlé de l'épicurisme. Nous allons parler maintenant du scepticisme avec ce grand monsieur Lamotte Levaillé. Je vous suggère d'écouter une très longue phrase de son essai de 1606, « De l'ignorance louable ».
pour ce qui est des circonstances qui semblent imprimer le caractère de bonté ou de malice aux actions humaines, il s'en faut tant que votre prétendue science en puisse donner des règles certaines, que notre sceptique, par la seule considération des temps et des lieux différents selon lesquels une même action est condamnée ou canonisée, fait voir qu'il n'y a rien dans tout cela que d'indifférent. Parce que s'il y avait quelques actions qui fussent naturellement bonnes ou mauvaises, elles feraient connaître leur qualité également en tout lieu et à toute personne, comme nous voyons que le feu fait sentir sa chaleur partout, la neige sa froideur, et ainsi des autres choses qui sont naturelles, sans que personne entre là-dessus en contestation. François Lamotte de Vallée, qui écrit ce texte empreint de scepticisme au sens philosophique du terme. Parlons de cela, expliquons ces choses, s'il vous plaît. Adrien Mangili, Pyrrhon d'Élise, qui a fondé le scepticisme en Grèce, il est né, semble-t-il, en 360 avant notre ère et mort en 270. Il a eu des disciples, Énésidème, Agrippa, Sextus Empiricus, plus tard, qui, dans l'Antiquité romaine, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, a repris, a publié sur le scepticisme de Pyrrhon, puisque Pyrrhon lui-même n'a jamais rien écrit. Il est clair que pour tous ces gens-là, c'était presque un jeu intellectuel, mais finalement assez sérieux, de dire le miel n'est pas si doux que vous croyez, selon ce que vous avez mangé avant, il n'est pas doux, selon que vous êtes en tel état. Selon que, c'est la même chose qu'on entend dans ce texte de Lamotte de Vallée. La neige n'est pas si froide que vous croyez, le feu n'est pas si chaud que vous le sentez, tout est relatif, etc. Absolument. Lamotte de Vallée est un grand lecteur de Sextus Empiricus et un grand lecteur aussi de Montaigne, chez qui il va puiser son scepticisme. Mais le scepticisme de Lamotte de Vallée déconstruit tout. C'est un travail de sape monumental. Donc c'est un pyrrhonisme radical. Oui, et pas si radical finalement, parce qu'un pyrrhonisme radical finirait par douter de lui-même. Tandis que Lamotte de Vallée, si on veut, il va surtout casser. C'est-à-dire qu'il va casser les normes, il va dire la religion se vit ici de cette façon, la religion se vit là d'une autre façon. Ici, le deuil, on porte du blanc, là-bas, on porte du noir. Si on est entouré de glaçons, une pomme nous paraîtra chaude, si on est en plein milieu de l'été, elle nous paraîtra froide. D'accord ? Donc, en fonction des lieux, des temps, des coutumes, les choses varient et donc on ne peut se fier à aucune vérité. Et du moment où on ne peut se fier à aucune vérité, tout vole en l'air et voilà, ça c'est vraiment le travail de sape de Lamotte de Vallée. Donc il y a quand même une rationalité dans l'entreprise sceptique que reprend Lamotte de Vallée, qui est de dire on peut méthodiquement, rationnellement casser tous les dogmes. C'est ça, c'est ça. Michel Rossellini? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans la suite du texte, il fait allusion au 10e trope d'Énésidème, qui a été explicité par Sextus Empiricus et qui concerne les mœurs, les croyances, les lois. Est-ce que vous me permettez qu'on explique le mot trope à nos auditeurs ? Trope, voilà. Alors, trope, c'est le terme technique consacré. En fait, c'est des modes d'appréhension. On pourrait dire que ce sont des modes d'appréhension des savoirs et du réel. Donc des techniques pour les c'est démolir dans une leur technique. caractère dogmatique. Il y a 10 tropes, qu'il reprend d'ailleurs à Énésidème, dont on n'a rien gardé, qu'il explicite. Et selon le point de vue que l'on applique à un savoir, une manière de vivre, une manière de penser, une croyance, eh bien, on fait varier la mise à distance. C'est un qui truc aboutit pour casser un dogme. Finalement, voilà, un trope. À quoi veut-il aboutir ? À ce qui est l'époqué. C'est encore un terme technique du scepticisme, c'est-à-dire la suspension du jugement. On n'adhère à rien. A priori, on examine et on ne cesse pas d'examiner les phénomènes finalement, parce qu'il ne nie pas l'existence de phénomènes naturels, mais aussi phénomènes sociaux, de l'émergence des objets qui nous environnent et qui fondent notre expérience. Et ça a une réalité, mais ce qu'il faut refuser, c'est les opinions que se forment les uns et les autres, selon les coutumes, les lieux, les temps, sur ces phénomènes.
Est-ce qu'on et peut être suspendre son jugement et examiner de manière critique tout ce donné très, très foisonnant et très, très multiple. Est-ce qu'on peut à nouveau, là, pour parler de la synthèse qu'ils font, très troublante, être à la fois épicurien et sceptique? Ce sont deux sources antiques. Franchement, vous trouvez que ça va bien ensemble? Parce que les épicuriens, ils affirment des choses quand même sur ce qu'est le monde, de la matière, etc. Les sceptiques, comme vous venez de le dire, ils suspendent le jugement sur ces questions. Absolument. Comment on fait pour être tout ça en même temps? Eh bien, ce que Lamotte-Levaillé... Alors, d'abord, il faudrait peut-être dire que Lamotte-Levaillé n'écrit pas de traités philosophiques. Il écrit des petites formes littéraires qui permettent justement de relativiser toute affirmation. Parce qu'il y a des interlocuteurs qui se contredisent les uns les autres. Ça lui évite, lui, d'affirmer en son nom propre, en son nom d'auteur, une position plutôt qu'une autre. Mais évidemment, c'est agencé de manière si subtile qu'il y a on pourrait dire des énoncés qui sont plus solides que d'autres, qui émergent davantage, qui frappent davantage. Et parmi ces énoncés, certains relèvent de l'épicurisme. Alors, c'est un épicurisme disséminé. Il n'est pas doctrinal, bien sûr, chez Lamotte-Levaillé. Vous diriez, au fond, que je suis désolée, on arrive au bout de cette émission, Adrien Mangéli, que c'est l'éclectisme, c'est-à-dire la capacité à choisir, c'est ça que ça veut dire en grec, éclectos, celui qui choisit, la capacité à choisir, à faire flèche de tout bois, ce qui est assez sceptique pour le coup. C'est ça qui les caractérise avant tout, les libertins? Absolument, je dirais que c'est ça, et c'est dans cet éclectisme qu'ils trouvent non seulement des idées absolument subversives qu'ils vont rassembler, mais c'est grâce à cet éclectisme aussi qu'ils vont réussir à se protéger en se cachant derrière les doctrines d'autrui, en les mélangeant, en faisant en faisant référence à d'autres passages, à d'autres auteurs, de façon extrêmement subtile et délicate. Et donc voilà, oui, l'éclectisme, Lamotte-Levaillé se prétendait lui-même un éclectique. Hein. C'était un terme qu'il utilisait lui-même. Vous écoutez À la fin cette bergère d'Antoine Boësset, qui était le compositeur majeur, dominant même à la cour du roi pendant la première moitié du XVIIe siècle. Il n'était pas libertin. C'est pas du tout pour ça qu'on l'a choisi. Et d'ailleurs, À la fin cette bergère n'est pas vraiment un texte libertin, quoi qu'on puisse imaginer, mais ça nous permet de rappeler qu'il y avait des libertins à la cour qui devaient cependant un peu dissimuler leurs pensées. Je vous remercie beaucoup Michel Rossellini et Adrien Mangéli, c'était tellement clair et vivifiant tout ce que vous avez raconté sur les libertins ce matin. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse au retour du grand récit, c'est le pourquoi du comment.